Le journal télévisé de Télémiroir, c'est maintenant. J'ai fait récupérer les titres de celui-ci. Le Festival de Saint-Géniès de Malgoarès du film Torrent Camarguais. Jean-Marie Cavada qui était hier soir du côté de Quessargues dans le cadre de la campagne pour les régionales. Et puis La grogne des habitants du Mas de Maine. C'est une partie des titres que vous avez développés, Christophe, ce soir. Vous êtes tout heureux de me retrouver enfin. En effet, Patrick. Alors, on ne va pas commencer ce JT par monsieur, madame et une blague comme Pierre-Paul a pu la faire hier soir. Je vais vous laisser travailler tranquillement. Mais je sais que vous l'avez particulièrement apprécié. Oui, effectivement. Bonsoir à toutes et à tous. Forte actualité sociale ce mardi 2 mars avec ce matin un mouvement de protestation initié par la section locale CGT des cheminots nîmois qui redoutent la fermeture prochaine du centre de triage de Nîmes. Selon l'organisation syndicale, la suppression de 400 emplois au cours des 10 dernières années et la diminution des trafics sur le centre de triage sont les signes annonciateurs d'un désengagement de la SNCF au niveau du fret, venu rappeler l'importance géographique de Nîmes et le potentiel du fret ferroviaire. Les cheminots CGT entendent défendre leur activité. Olivier Michel les a rencontrés. Ils sont venus de tout le Languedoc-Roussillon, voire d'Avignon, de Miramas et de Fos, afin de manifester contre le plan de sauvegarde fret de la SNCF. Censés sauver le transport de marchandises par voie ferrée, ces plans à répétition sont considérés par les cheminots comme une stratégie suicidaire. Selon le syndicat CGT, ils ont en 8 ans sur Nîmes conduit à la suppression de 234 postes d'agents et mécanos fret et à une diminution du trafic de 50% au triage. Le dernier plan fret prévoit lui l'arrêt de transport des wagons dits isolés, plus coûteux, au profit des convois. Le wagon isolé, c'est avoir quelques wagons, 2, 3, 4 wagons qui sortent d'un chargeur. La SNCF, avant, faisait tout pour aider les industriels sur le flux de leurs marchandises et adapter leur mode d'opération en fonction des besoins de l'entreprise. Maintenant, le schéma imposé par la SNCF, c'est imposer aux patrons d'entreprise un système de trains entiers à une fréquence de 1 à 2 trains entiers par semaine, ce qui pour beaucoup est totalement impossible, tant sur leur type d'organisation de travail que sur les infrastructures. Une inadéquation de l'offre de la SNCF qui forcerait les entreprises à préférer une société privée, voire la route au fer. Les syndicats ne manquent pas, eux, de rappeler l'impact sur l'environnement du routage. Il faut savoir qu'une rame complète de train, c'est 1200 tonnes, c'est 51 camions. Donc 51 camions qui arpentent les rues et les routes d'Aigues-Mortes, le Gros du Roi. Moi je pense que sécuritairement, c'est pas viable. Nous avions avant la fréquence de sortie de trains entiers de Perrier qui était de 2 trains semaine, voire même plus jusqu'à 4 trains semaine. À l'heure actuelle, Perrier sort toute sa matière finie de Vergès pour l'amener à Arles et le mettre, ces marchandises-là, sur le rail. Et elle le transporte par route jusqu'à Arles, alors qu'on a toutes les installations ferroviaires pour charger directement ceci de l'usine Perrier. Reste que ces wagons isolés représenteraient 70% du déficit du fret, dont les pertes étaient envisagées pour 2009 à 600 millions d'euros. La SNCF ne semble pas vouloir faire marche arrière, mais préférer au contraire le fret à grande vitesse. Des cheminots au marché-gare, la liaison était toute trouvée. Christophe, là encore, des réclamations. En effet, quelques heures après les cheminots, ce sont les salariés de la société SCVH qui ont initié ce midi un autre mouvement de protestation à l'appel de la CGT sur le site du marché-gare. Les représentants syndicaux dénoncent la mise à pied à titre conservatoire de l'un de leurs collègues convoqué par sa direction pour faute grave. L'occasion également pour l'organisation syndicale de rappeler que le protocole d'accord du mouvement social de janvier dernier n'a toujours pas été signé selon les manifestants. Les explications d'Olivier Michel dans ce sujet. Suite à leur journée de grève en janvier dernier, afin d'obtenir le paiement de leur prime de froid et du 13e mois, les 5 salariés de cette petite entreprise du marché-gare ont vu le climat se détériorer plus encore. Aujourd'hui, l'un d'entre eux, âgé de 22 ans, a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave. À l'origine du conflit, une bouteille de lait. Là, en fait, j'ai acheté une bouteille de lait et quand je suis revenu, j'étais absent le lendemain. Quand je suis revenu, il me l'avait jeté et je lui ai demandé pourquoi il me l'avait jeté alors que je l'avais payé, elle n'était pas vide tout ça. Donc je lui ai demandé de me le rembourser ou de m'en rendre une, donc il me l'a remboursé. Et de là, on a eu une altercation et
Il a dit que je lui avais crié dessus, tout ça, alors que c'était pas vrai. J'avais des collègues de travail qui étaient à côté de moi et qui ont très bien vu comment ça s'était passé. Des collègues solidaires qui ont débrayé aujourd'hui et qui dénoncent également des représailles de la part de leur patron, à commencer par les changements d'horaire. Moi, je fais de 5h à midi, donc tout ce qui avait papé, tout ça, je pouvais faire l'après-midi. Maintenant, lui, carrément, il a fait de 9h midi, 14h, 18h. Une coupure au milieu de 2 heures. Rester au marché-gare pendant 2 heures à rien faire. On n'a toujours pas d'habillement pour le froid. Il paraît qu'il faut 12 semaines pour les faire revenir, mais je me demande d'où elles viennent. Hein. Et sur nos primes de froid, on n'a toujours rien. Oui, ça c'est du covoiturage qu'on faisait. Et pour lui punir, comment que ça peut nous a séparés, voilà. Comment vous faites maintenant? Comment que ça s'appelle, on vient avec notre propre voiture, comment que ça fait chacun. Je ne comprends pas l'attitude du patron, il nous a séparés que chacun prenne sa voiture. Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça, je crois que c'est pour nous aider, probablement pour nous aider, quoi. Pour l'heure, l'aide est venue de la CGT qui a accompagné ses salariés. Des salariés qui, étant moins de 11 dans l'entreprise, n'ont pas droit à un délégué du personnel. Et donc on voit que quand ces salariés ils font grève pour obtenir ce qui est juste leur droit en fait, le patron en représailles il essaye d'en licencier un. Donc pour nous c'est important parce qu'on dit que les syndicats ne sont pas assez forts en France, mais voilà c'est un exemple. 59% des gens nous répondent dans nos sondages qui ne se licencient pas, qui ne se syndiquent pas par peur des représailles. Donc ça c'est l'exemple vraiment typique. Moins de 11 salariés, pas de droits syndicaux, dès qu'on revendique on est mis à la porte après. Donc c'est pour ça qu'on les soutient. L'entreprise étant fermée cet après-midi, le patron est resté lui injoignable. Du marché-gare, on bascule de l'autre côté de Nîmes, direction le Mas de Meung, où là aussi ça grogne, Christophe. Oui, Patrick, on reste à Nîmes avec des questions qui restent en suspens du côté du quartier du Mas de Meung après les nouveaux actes de vandalisme perpétrés au sein de l'école Albert Camus. Plus que le dernier vol commis et le blocage initié hier matin par les parents d'élèves, c'est désormais tout un quartier qui fait entendre sa voix pour dénoncer la violence et les incivilités désormais quotidiennes. À l'initiative de l'association La Pléiade, les habitants du Mas de Meung ont été invités cet après-midi à prendre la parole pour faire le point sur la situation et réfléchir sur d'éventuelles solutions. Je vous propose de les écouter. Moins de 24 heures après le coup de colère des parents d'élèves de l'école élémentaire Albert Camus, cambriolés pendant les vacances scolaires, une trentaine d'habitants du quartier nîmois du Mas de Meung s'est réunie au centre Jean Paulhan pour un point d'information aux familles proposé par l'association La Pléiade. Des Nîmois qui expriment leur ras-le-bol face aux nombreux cas de vol, dégradations et autres agressions dont ont été victimes les habitants du quartier, mais également des commerçants ou d'autres institutions. Il faudrait bien avoir un service de police ou soit de temps en temps, pas de temps en temps, presque matin, l'après-midi, 3 fois par jour, qui passe la police vers la ronde au Mas de Meung, parce que quand même les jeunes ils ont peur un petit peu parce qu'ils voient toujours la police, ils s'arrêtent de faire des conneries. De l'avis des habitants, le quartier du Mas de Meung est totalement laissé à l'abandon, occasionnant les problèmes d'insécurité constatés au cours des derniers mois. Certains résidents réclamant même l'installation de caméras de vidéosurveillance. Moi j'habite juste en face du gymnase. À chaque fois, je vois des enfants qui font des conneries, ou ça brûle les voitures, j'appelle chaque fois la police, ou les pompiers, ils me posent tellement de questions, ils ne viennent pas tout de suite. Ils me demandent mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. etc. J'ai dit, dépêchez-vous, il y a le feu. Il y a des enfants des fois qui jambent le grillage. Je les engueule, mais je ne peux pas faire toujours le gendarme, moi, vous comprenez. Et je ne veux pas non plus dénoncer les jeunes. Parce que moi aussi j'ai peur de mes voitures qui me mettent le feu ou dans mon garage ou quelque chose. Si la municipalité, par la voix de Thierry Procida, conseiller municipal et membre du conseil de l'école Albert Camus, a annoncé l'installation d'une alarme au sein de l'établissement, un vaste débat sur la sécurité au sein du quartier devrait s'ouvrir dans les prochains jours. Les habitants du Mas de Meung ayant d'ores et déjà établi une liste de demandes aux élus nîmois. Les mamans, en particulier, disent qu'elles regrettent que les centres de loisirs pour les enfants disparaissent petit à petit ou deviennent de plus en plus chers. Et également qu'il y a de moins en moins de clubs de sport sur le quartier. On a proposé aussi, dans le cadre de la Pléiade, mais d'autres associations, une rencontre une fois par mois, justement, pour pouvoir échanger, pour apporter encore des solutions. D'autres personnes ont proposé une marche
vers la préfecture et vers la mairie pour que les officiels, les institutionnels se rendent compte que le quartier du Mas-de-Mecque, les habitants ont l'impression d'être un peu abandonnés. Après la fermeture du poste de police, après la fermeture et le non-remplacement de certains commerces, après la disparition des AVS, des adjoints dans les écoles, etc., etc. Tout ça, la fermeture ou presque de l'agence d'habitat du Gard. Si ça continue comme ça, on ne va plus avoir de médecins parce qu'il a été agressé. Il n'y a plus de médecins. On ne va plus avoir de la poste, de la police. Les gens, ils ne sont plus. Alors, qu'est-ce qui va être? Ça va être la jungle. Le Mas-de-Mecque, ça va être la jungle. Politique à présent, Christophe Jean-Marie Cavada, l'ancien président de Radio France et journaliste bien sûr de l'émission La Marche du Siècle, était hier soir dans le village de Nîmes Métropole de Kessargues. Oui, dans le cadre de la campagne pour les élections régionales des 14 et 21 mars prochains. Il était hier soir présent, donc Jean-Marie Cavada, en sa qualité de député européen du nouveau centre du côté de Kessargues, venu soutenir la liste de la majorité présidentielle conduite par Raymond Couder. L'ancien président de Radio France a rappelé sa vision personnelle de la politique. Une soirée au cours de laquelle la tête de liste départementale UMP, Eddy Valadier, ainsi que Julien Devez pour le nouveau centre ont rappelé et ont eu l'occasion de rappeler les fondements du projet élaboré pour la région. C'est Pierre-Paul Castelli qui signe le compte-rendu de ce meeting. Les élections approchant, la campagne des régionales 2010 s'accélère. Ce lundi à Kessargues, c'est à l'initiative du nouveau centre dont il est membre que Jean-Marie Cavada, désormais député européen, est venu soutenir la liste de la majorité présidentielle. J'ai commencé ma carrière politique dans cette région qui s'appelait le Grand Sud-Ouest et que lorsque j'ai appris, disons, l'essentiel de ce que je devais connaître pour faire ce métier, c'est ici en partie que je l'ai appris. J'ai été très épaulé par Yvan Lachaud et Julien Devez qui était un peu le pivot de cette équipe et c'est pourquoi je tenais ce soir à venir, un, les soutenir et deux, rendre hommage aux habitants de cette région qui m'ont élu à l'époque, avant que je ne revienne en région parisienne. Une présence appréciée par les différentes composantes de la liste menée régionalement par Raymond Couder. Les centristes sont là derrière Raymond Couder, ils ont envie de se mobiliser, ils ont envie de changer la région. On a proposé 50 propositions à Raymond Couder, il en a évidemment accepté un certain nombre et je crois qu'on se retrouve totalement dans le projet qui est proposé par Raymond Couder aux habitants du Languedoc-Roussillon. Et c'est bien normal parce que ce projet, c'est avant tout un projet qui est fait par et pour les habitants du Languedoc-Roussillon, qui n'est pas un projet tourné vers de la mégalomanie ou vers un règlement de compte personnel. On a vraiment envie de faire changer les choses en Languedoc-Roussillon. On sent maintenant une vraie mobilisation et on sent surtout qu'on se préoccupe des enjeux, qu'on laisse de côté les chicayades de nos adversaires et que les Gardoises et les Gardois commencent à se préoccuper de l'avenir de notre région. Quant à Jean-Marie Cavada, il tire volontiers quelques leçons philosophiques de sa nouvelle expérience politique. La politique est un métier à la fois formidablement prenant, il faut être assez dévoué parce qu'on n'en attend pas grand-chose en réalité. Et puis c'est un métier difficile parce qu'il faut avoir à peu près une compétence sur presque tout et les moyens de s'informer ne sont pas si évidents que ça. Et d'autre part, c'est un métier où on ne peut pas dire que la solidarité soit la règle générale. Donc je regarde ça avec à la fois une implication assez forte et une certaine distance. J'ai de l'intérêt pour la chose publique, j'ai de la méfiance pour les systèmes politiques. Avant d'avenir, Christophe, au Festival Tauren de Saint-Géniès-de-Malgoirès-Saint-Gardounenc, une petite annonce sur le festival Cours sur le système. En effet, demain c'est mercredi, jour de cinéma, l'occasion pour nous d'évoquer la tenue prochaine de ce festival de court-métrage Cours sur le système, annoncé à Nîmes les 12 et 13 mars, une édition 2010 placée sous le signe de la diversité avec un nombre important d'apprentis réalisateurs venus de tous horizons et qui seront à la fois jugés par des professionnels du cinéma mais également par le public. Revue d'effectifs et rencontre avec l'organisateur, le sujet est proposé par Nicolas Penchino. Rendez-vous à 19h38, précise au lycée Alphonse Daudet les vendredis 12 et samedi 13 mars prochains pour la 6e édition du festival de court-métrage Cours sur le système.
21 films ont été sélectionnés sur une centaine reçus par les organisateurs. D'année en année, on en reçoit de plus en plus parce qu'on propose effectivement un festival qui est de plus en plus cossu. On essaie de mettre en place des nouvelles activités chaque année. Et là, c'est la possibilité de rencontrer pour eux Lionel Delplanque, qui est le réalisateur de Président avec Albert Dupontel et de Promenons dans les bois. Donc un réalisateur de long métrage qui pourra donner son avis, critiquer et récompenser les films qu'il trouvera être les meilleurs. Lionel Delplanque sera donc à Nîmes en tant que président du jury, et si les réalisateurs en herbe vont pouvoir rencontrer un grand réalisateur, c'est le public qui profitera également de ces 2 soirées. Court-métrage, échange avec les réalisateurs, spectacle comique des Renés pendant les délibérations et également prix du public. Effectivement, donc mis à part le prix du jury, donc il y a quand même 1000 € pour le premier prix, il y a effectivement 2 prix du public qui seront attribués. Étant donné qu'on n'a pas la même sélection le vendredi et le samedi, on aura donc un prix du public du vendredi, un prix du public du samedi. Le festival Cours sur le système jouit donc d'une bonne réputation auprès des réalisateurs dont le niveau s'améliore d'année en année. Place au public à présent. Alors le festival aura lieu au lycée Alphonse Daudet à Nîmes. La place est à 5 € ou 8 € pour les 2 soirs, parce qu'on fait un pass et éventuellement on propose. C'est pas la même sélection qu'il va y avoir le vendredi soir et le samedi soir. Et puis on peut réserver effectivement ces places sur notre site internet, donc www.systemdesprod.net. Patrick, c'est à vous pour l'annonce de ce grand festival, autre grand festival. Du film Taurin, 13e édition cette année 2010. Et bien sûr, on était présents dimanche pour la cérémonie de clôture et voir qui étaient les lauréats de cette année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est de jeunes passionnés de bouvines qui se sont imposés dans les places d'honneur, avec une première cette année, un film d'animation qui arrive ex aequo à la première place. Il était donc très naturel pour nous, en ce jour de Bouvines sur Télémiroir, mardi, de revenir sur ce festival du film Taurin qui s'est tenu le week-end dernier à Saint-Géniès de Malgoirès. Toujours autant de passionnés qui ont participé à cette nouvelle édition du festival qui a proposé une palette des plus riches en matière de films et de photographies sur le monde de la course camarguaise, de belles images de Biao, avec un coup de cœur, notamment pour Camarina, Biao d'or en 2005, 2007 et 2008, un festival sur lequel ne pouvait que revenir mon voisin de table, Patrick Mallet. Depuis 13 ans, avec la fin de l'hiver et avant le début de la temporade, Saint-Géniès de Malgoirès organise son traditionnel festival du film taurin camarguais. Malgré l'absence d'arène depuis des décennies dans ce village, la fée d'Ibiao brille toujours dans cette terre de Gardounenque. Sur 3 jours, les diverses salles ont affiché complet pour le plus grand plaisir des aficionats qui, en cette fin d'hiver, ont pu voir ou revoir des courts ou longs métrages d'amateurs, mais aussi de professionnels de l'audiovisuel, dont certains viennent de très loin. 3 jours vraiment réussis à tous les niveaux. Et on l'a vu en finale en apothéose avec le film de Fonfon. On avait bien démarré déjà l'après-midi avec le film des Hollandais de Jassa de Wild et de Ben Hendricks. On avait bien démarré cet après-midi-là et on a fini en apothéose avec Fonfon, avec Armand et Charles Faget et tous ceux qui ont participé à ce film. C'est donc un final de dimanche réussi aussi avec le film sur Fanfone Guillerme qui permit de réunir toute la famille Espelli ainsi que les petites nièces de la Dame de Camargue. Mais Saint-Géniès, c'est aussi un concours photo qui cette année aura consacré Stéphane Marin, notre caricaturiste de noir et blanc, qui fut mis aussi à l'honneur pour ses talents de photographe. Côté film, c'est une double première place qui fut cette année attribuée à Jérôme Contestin pour son film sur Camarina et le duo Domergue-Lazesquise pour leur film d'animation Bioulet. C'est donc un Jérôme tout heureux que nous avons retrouvé après la cérémonie aux côtés de Didier Laurent qui, pour un film sur Camarina, ne pouvait que prêter sa voix aux commentaires. Oui, ça fait 5 ans que je participe au festival. L'année dernière, j'avais terminé second et cette année premier. Et même si on le fait avant tout pour participer au festival, passer un week-end d'amitié, montrer nos films, ça fait quand même plaisir et c'est touchant. Et ce film, ce prix, je voulais particulièrement le dédier à Didier, ainsi que évidemment au Taureau Camarina et à la Manade Chauvet. Ça fera un prix de plus pour Camarina. C'est peut-être pas très objectif ce que je dis, mais on ne pouvait que l'aimer. Et c'est vrai que même en le regardant encore pour la énième fois, ce film, moi ça m'a un peu donné la larmette comme à Jérôme.
Une réussite qui ne surprend pas François de Lucas, satisfait des choix du jury pour cette édition, qui, avec une 3e place attribuée à Jonathan Audemars et Sonia Turini, aura consacré la jeunesse pour ce 13e concours. Alors cette année, exceptionnellement, il n'y a pas eu d'un deuxième prix, il y a eu, deux premiers, dont le Biolay et on m'appelait Camarina. Et le 3e prix Michou de Sonia et de Jérôme Audemars et de Sonia Turini, je pense qu'elle est bien à sa place. C'est très bien, je suis assez satisfait du jury. Le son des trompettes et de la fée du bio aura donc retenti une fois de plus sur la toile de Saint-Géniès. À présent, c'est celui des arènes qui attend les aficionats dès le week-end prochain et le congrès de la Fédération française de la course camarguaise à Saint-Gilles pour démarrer enfin la temporade 2010 après ce très long hiver. Voilà, on passe le bonjour à tous nos amis caméramans qui officient tout au long de la saison au travers des courses et des pistes et qui étaient aussi présents sur ce festival de Saint-Géniès et bravo à eux pour ceux qui ont été lauréats. Noir et blanc plus que présent finalement, hein, on le voit dans voilà, c'est ça, mais c'est un festival en couleur quand même. Hein. Avec un hommage rendu, non pas à Fonfone, mais à Fanfone. Fanfone Guilherme, bien sûr, et pour tous ceux qui en veulent un peu plus sur Fanfone, et la journée, puisque c'était dimanche aussi, un hommage, c'était la 21e édition, un hommage à la grande dame de Camargue, bien sûr, noir et blanc de cette semaine, où on a une très très belle brochette de la famille Espédi, puisqu'on a Armand, qui a un peu plus de 80 ans, Christian et son fils Hubert, donc 3 générations de gardiens de la manade Fanfone Guilherme étaient sur le plateau de noir et blanc. Tout ça à revivre bien sûr sur internet au www.telemiroir.com où vous pouvez retrouver toutes les émissions de Noir et Blanc archivées bien évidemment. On va terminer ce journal Patrick avec un mot de football et vous savez qu'hier soir il y avait un match décalé de la 26e journée du championnat de France de Ligue 2 entre le Football Club de Metz et le Havre Athletic Club, match qui intéressait tout particulièrement les Nîmois calé à la 4e place entre Metz et Le Havre. La rencontre s'est achevée sur une victoire des Lorrains, 2-0 grâce à un doublé de Johansen, chaque fois sur pénalty. Ainsi, les Messins confortent leur 3e place avec désormais 4 points d'avance sur le Nîmes Olympique. Les Crocos qui se déplaceront, je vous le rappelle, vendredi soir sur la pelouse de Guingamp. Enfin, rappelons que ce soir, en match en retard de la 19e journée, l'ACR rencontre au Parc des Sports d'Avignon l'équipe de Sedan. Objectif pour les hommes de Michel Estévan, renouer avec la victoire afin de repasser dans les 10 premiers du championnat. Voilà pour l'information de ce soir, Patrick. Merci beaucoup, Christophe. Comme d'habitude, Croco Hebdo à 21h. Qui sont les 20h45. 20h45, pardon. 20h45 avec toutes les images, les interviews et les analyses de la victoire du Nîmes Olympique face à Nantes vendredi dernier au Costières. Et comme invité, on retrouvera un joueur du Nîmes Olympique en la personne de Grégory Poirier. Une belle émission en perspective parce qu'on aurait pu marquer 10 buts ce jour-là, donc beaucoup d'occasions. L'essentiel était de gagner, de revenir après en avoir pris un peu casquette. Mais bon, c'est bien, ça devrait donner une belle émission. Avec les commentaires toujours enflammés d'Olivier Martinez et Patrick Champ, juste après l'émission à 22h, pour revivre les meilleurs moments de ce match entre Nîmes et Nantes. Merci beaucoup, Christophe. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Très bonne soirée sur l'antenne de Télémiroir. Au revoir.